déjà, j'ai envie de te dire que celui qui est pro-protéine, il a tout faux. Et celui qui est pro-lipide, il a tout faux. Mhm. Pour une chose toute simple, c'est que nos organes fonctionnent avec du glucose et avec des lipides. Bonjour, ici Andy de Santé Carnivore. Aujourd'hui, j'accueille Laurent de la Nouvelle-Calédonie, carnivore depuis 15 ans et créateur de Athlétique Carnivore qui parle beaucoup de nutrition ancestrale. Laurent m'a approché en voyant mes vidéos. Il a envie de parler de perspectives différentes par rapport à la consommation de protéines et de gras sur un régime carnivore. Il va nous parler de ça aujourd'hui, mais bien sûr, avant, il va nous parler de son histoire de carnivore. Mais avant de commencer tout ça, d'abord, Laurent, comment vas-tu? Je vais très bien, Lynn, merci. Excellent, je suis content de Et l'entendre et merci d'être avec moi, Laurent. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, pour commencer, ben, parle-moi simplement de toi. Qu'est-ce qui t'a mené au régime carnivore? alors, peu m'en le régime carnivore, j'ai envie de te dire que je suis Tobunda quand j'étais tout petit. Parce que Mhm, déjà, tout petit, il était quasiment impossible de me faire manger ne serait-ce que des fruits ou des légumes, voire même des féculents. Donc, pour te dire à quel point c'est que j'étais à un niveau tellement tyrannique que mes parents étaient obligés de me faire manger ne serait-ce que de la raquette ou de la viande à quasiment tous les repas. Voilà. Ne serait-ce que même pour les petits déjeuners, donc moi je suis suisse d'origine. Moi, pour mon petit déjeuner, il me fallait ce qu'on appelle une croûte au fromage. Donc, c'était une tranche de pain et puis dessus, je mettais du fromage, du jambon, mais pas du jambon industriel, le vrai jambon qu'on a à la ferme, une autre coupe de fromage au nouveau plat. Pour te dire à quel point que, voilà, moi, ce qu'il me fallait, c'est des protéines. Depuis tout petit, je l'ai ressenti. Et, euh, et toute mon adolescence, j'étais dans une région où on était baigné par le sport parce que j'ai commencé, en fait, la plupart de ma jeunesse, j'habitais dans un petit village à côté de la seule école de sport nationale en Suisse. Et, mhm. et par rapport à l'école, en fait, on avait des passes pour pouvoir aller sur ces lieux. Et moi, j'étais le premier à ouvrir toutes les portes et aller m'inviter aux entraînements de tout sportif et équipe nationale suisse. Donc, on avait automatiquement le meilleur coach à qui on pouvait poser des questions et aussi bien nutrition. Donc, la Suisse cherchait quand même pas mal au niveau nutrition dans tous les sports qui pouvaient exister. Et par rapport à ça, moi, je me suis orienté d'abord vers le hockey. Mhm. Donc, où j'ai joué à national. Et après, j'ai fait pas mal de vélo. J'ai fait de la plongée sous-marine, aussi bien plaisir que métier. Et sur mes 25 ans, j'ai eu un peu comme tout le monde où le fait il fallait sa vie, où j'ai tout lâché, où j'ai tourné le bouton sur l'alcool, les filles, les substances, etc. C'était une blackout complet. Et Mhm. euh, il est arrivé un moment où j'avais pas encore de problèmes, on va dire, critiques ou santé, mais dans ma tête, je sentais que c'était plus ça. On a toujours ce réflexe où, quand on arrive à l'âge, on se dit: «Ah mince, ça, j'y arrive plus» et ainsi de suite. Et tout par hasard, je suis tombé, sur, sur le docteur Chaffé et Mhm. on a discuté un petit peu et avec son approche carnivore. Et là, je me suis dit: «Mais en fait de compte, c'est exactement le truc qui fonctionnait pour moi». Donc j'ai trouvé le bouton et je me suis remis au carnivore. OK. Là, on est il y a combien de temps de ça que tu as rencontré le docteur Chaffee et que tu es redevenu carnivore? Ça va faire, à peu près, allez, pas loin de 15 ans. OK. Je ne savais pas que Chaffee parlait déjà de ça il y a 15 ans. Ben, je sais que son histoire de carnivore est plus longue que ça, Oui, mais alors en fait, moi je l'ai rencontré à Perth, OK. voilà. Et en discutant avec lui, parce que, en fait, ce qui m'avait un peu «choqué» entre guillemets,
C'est le côté je fais pas de sport, mais je fais 95 kilos sec. Mhm. Donc, en tant qu'ancien sportif, ça m'a interpellé quand même. Voilà. Ouais, il est grand et bien musclé, Dr. Chaffee. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il faudrait que je rajoute une photo là dans le montage. Donc, oui, une figure super importante aujourd'hui du régime carnivore. Donc, tu as commencé ça il y a 15 ans. Et puis, pour toi, qu'est-ce qui est arrivé justement en recommençant à être carnivore? Alors, ben, pour moi, c'est vite vu, hein, j'ai retrouvé mes 15 ans, hein. C'est que j'étais nouveau clair dans ma tête, j'avais la façon de penser que j'avais quand j'étais jeune, heu, parce que en fait, moi, j'ai un caractère qui est très explosif, qui est très réfléchi et effectivement, j'avais tendance à, j'ai eu, par rapport à mon vécu, j'ai cherché en fait, on va dire, à anesthésier le cerveau, voilà, pour éviter de trop réfléchir, trop penser, d'être trop actif, voilà et en fait, de revenir à carnivore, mais tout s'est rallumé. Mhm. Instantanément, hein. Je mets aucunement ça en doute. Je comprends tout à fait de, de ce que c'est de sentir ça, cet effet-là, d'être carnivore, puis de se sentir finalement vraiment bien dans sa tête. À part ça, y a-tu d'autres bienfaits que tu as sentis en redevenant carnivore? Alors, en test, parce qu'en fait, j'ai fait plusieurs tests, hein, où je coupais, où je testais quelque chose, ben, c'est le réflexe du sportif qui veut chercher et en fait, moi, la chose la plus radicale que j'ai fait, c'est, au niveau, muscu, faire des cures de stéroïdes et donc, toute personne qui fait, du sport sous stéroïdes fait une cure de stéroïdes, puis fait ce qu'on appelle une relance. Parce que Mhm, dès qu'on utilise des stéroïdes, en fait, on produit plus du tout de testostérone. Ça coupe mhm, les boutons, on se met sur off et on produit plus rien. Mais en fait, dès qu'on est avec la cure, et ben, ouais, il faut attendre pour relancer la machine pour reproduire, en fait, cette testostérone. Notamment dans cette période, on a toute une phase inimaginable parce qu'en fait, du coup, on est baraqué, on est beau, on est tout ce que tu veux, mais de notre côté, on a même moins de testostérone que notre copine. Donc, B0, dépressif, voilà, tu peux mettre un bodybuilder pendant cette période-là, tu lui d'ordi, il a pleuré du début à la fin. C'est catastrophique, tout de moral. Tu perds beaucoup de force, donc dès que tu vas à la salle, ben ça appuie sur la dépression, etc. OK, Donc, OK, moi, ce que j'ai fait, c'est que, au lieu de faire une relance, je me suis mis en carnivore strict. OK. Et en fait, ce que j'ai vécu, hein, du coup, c'est que pendant 48 heures, j'ai eu une baisse de morale, mais une baisse de morale pas vraiment forte, si tu veux. C'était vraiment une dose de morale, du genre, «Ah, c'est la fin du week-end, c'est lundi, il faut recommencer à aller travailler». Voilà, tu vois? OK. Donc là, vraiment une baisse très forte et j'ai eu une perte de force de 40 à 30 sur les exercices en muscu et au bout de voilà, et le troisième jour, c'est revenu quasiment au même stade qu'en fin de cure de stéroïdes. OK. Donc le est revenu, la force est revenue, l'endurance est revenue. Excellent. Peux-tu essayer d'éloigner encore un peu ton micro parce que le son il est comme un peu dans le tapis dans ton micro. J'ai un petit peu de difficulté à t'entendre par moment. Euh, voilà. Donc, OK. Donc là, on a ça, on a cet effet-là sur la testostérone. Ça s'est réglé avec le carnivore strict assez rapidement. Moi, j'ai jamais vécu ça de prendre des stéroïdes, donc je peux pas vraiment te relancer là-dessus. Mais dans le fond, à partir de quand tu as pris des stéroïdes, c'est-tu quelque chose que tu as fait comme toute ta vie ou c'était juste une phase? Moi, du tout, en fait, j'étais arrivé à un stade où justement il y avait, une remise en question parce que j'ai la cinquantaine, où, Mhm, effectivement le truc c'était, j'ai pensé à commencer une TRT, ce qu'on appelle une TRT, hein,
vu que plus on avance dans l'âge, moins on produit de testostérone, donc c'est un substitut. Et, et donc j'étais parti là-dessus et je me suis dit, ben, tant qu'à faire, je vais commencer par faire une vraie cure de stéroïdes, comme le fait voilà, un bodybuilder, et après réduire pour rester en mode TRT. En OK. sachant que voilà, la fameuse TRT, c'est à vie. Mhm. Voilà. Et juste après cette cure de relancer le carnivore, bah, du coup, pour l'instant, en tout cas, j'ai mis de côté cette fameuse TRT parce qu'en carnivore, bah, j'ai remonté ma testostérone à un taux agréable pour moi. OK. Est-ce que tu as justement une explication pour ça, de comment, qu'est-ce qui fait que le régime carnivore réussit à remonter ta testostérone comme ça? Ben, en fait, tout simplement en faisant exploser ton cholestérol. Plus Mhm. tu as de cholestérol, plus tu fournis de quoi fabriquer de la testostérone. C'est vrai. Oui, tout à fait. Il y a sûrement d'autres raisons aussi qui viennent avec ça. Euh, mais oui, tout à fait. Tu as mentionné que ça fait 15 ans que tu es carnivore, tu as rencontré Dr. Chaffee. C'était comment à l'époque de... C'est sûr que toi, tu avais comme une préférence pour la viande, mais à l'époque, il y a 15 ans, de mémoire, personne parlait de ça, d'être carnivore. Même aujourd'hui, il y a bien du monde qui n'ont jamais entendu parler de ça. Ouais, alors, bon, moi, ben, comme tu as compris, c'était un peu naturel. Et en fait, par rapport à mon éducation, par rapport à beaucoup d'autres personnes, la chance que j'avais, c'est que pour moi, la viande, c'était une récompense. Mhm. Tu vois? Je développe. En fait, quand j'étais gamin, j'habitais dans un petit village, donc entouré de montagnes et de forêts. Et mon truc avec les copains, c'était d'aller en forêt et pique-niquer. Voilà, on se faisait un feu et le premier truc que tu fais, en fait, c'est cuire des saucisses, des côtelettes ou voilà. Donc c'était ce côté, tu pars à l'aventure et tu manges de la viande. Et de l'autre côté, mes parents avaient un chalet à la montagne et tous les week-ends, on allait au chalet à la montagne et on faisait du barbecue. Donc si tu veux, moi, tous les bons côtés de ma vie tournent autour de la viande et pas du sucre. Donc oui, en fait, moi de mon côté, j'ai choqué personne d'être carnivore. Tu vois? Parce que, tout le monde m'a toujours connu aimant la viande, manger de grandes quantités de viande, tu vois? Donc à ce niveau-là, ça allait aussi. Et après, la philosophie est pas pareille en Nouvelle-Calédonie, en Australie, en Nouvelle-Zélande. C'est c'est des pays où le barbecue, c'est une institution. Mhm. Donc en fait, tu choques personne parce que tu vas te retrouver à un barbecue, personne va regarder si tu as pris, de la salade aux pommes de terre ou, tu vois? Avec ta viande. Personne ne regarde tes barbecues, tu manges, quoi. Tu vois? Donc en OK. fait, ça choque pas trop. OK. Il va falloir que je rende visite à ces pays-là un de ces jours. Excellent. Puis, tu as 50 ans, tu disais, ou tu es dans la cinquantaine. Est-ce que c'est approprié pour tout le monde de faire un régime carnivore? Alors pour moi, je pense que oui, même, très tôt, hein, même, pour les enfants, hein, Mhm. puisque, je suis, j'ai envie de dire, une preuve vivante, sachant que sans être un carnivore strict, je dévorais une montagne de protéines et beaucoup de gras, et ça me convenait très, très, très bien. D'ailleurs, à l'école, j'avais même des problèmes au niveau du sport ou ce genre de choses. C'est que, très longtemps, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi les autres élèves qui étaient dans ma classe n'arrivaient pas à me suivre. Tu vois? Dans tout ce qui était sport collectif ou ce genre de choses, c'était quelque chose qui me mettait dans une colère, phénoménale. Ah ouais, OK, OK. Moi, c'est l'inverse. Jeune, j'étais pas un sportif, mais je mangeais beaucoup de sucre aussi. C'était moi l'élève qui n'arrivait pas à te suivre, jadis. Donc, excellent. Tu étais presque carnivore, très, très jeune. C'est ça, je te mentionnais. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Puis, je suis dans le même sens. J'ai même déjà passé en entrevue quelqu'un qui avait 72 ans. Est-ce que, je ne sais pas si tu as des enfants, Laurent, est-ce que tu recommanderais vraiment à des enfants ou
à des très jeunes, justement, de l'essayer, de faire un régime carnivore. Est-ce que aussi, toi, tu penses que tu y as touché un peu, mais est-ce que tu penses que cette alimentation-là a favorisé ta croissance, t'a vraiment donné un avantage par rapport aux autres? Alors, je pense que oui, parce que, déjà au niveau gabarit, j'étais déjà tout petit, dans les 4 les plus grands, en Mhm. fait, de la population suisse. J'ai très vite eu assez bonne masse musculaire parce que ça aussi, je me suis retrouvé dans des salles de musculation et à faire du sport avec mon père, j'avais pas 10 ans. Ça Mhm. aussi, c'est des idées reçues, par exemple, sur la musculation, de dire, «Mon enfant, il a 8 ans, il faut surtout pas qu'il aille dans une salle de musculation». Alors que si tu regardes, un enfant de 40 kilos qui fait des pompes à l'école, ça choque personne. Par contre, tu prends le même enfant et tu lui fais, soulever une barre de 20 kilos, tout le monde va être affolé. Alors qu'en fait de compte, l'effort est exactement le même. Et au niveau du carnivore, je pense que c'est un très gros plus pour les enfants. Pas forcément un carnivore strict parce qu'il y aura toujours, ce côté qui est très dur, c'est l'environnement extérieur. C'est ça qui est dur à contrôler pour les parents. C'est que comment expliquer, à son enfant que lui, le McDo, il faut qu'il oublie, quoi? C'est ça qui est compliqué, en fait. Mhm. Oui, tout à fait. Justement, mes enfants viennent de rentrer à l'école. Ma fille, en première année, est à une école avec, il y a un programme dont j'oublie le nom, mais c'est un programme qui favorise la santé, qui met beaucoup de l'avant la santé. Et premier jour d'école, ben, elle a reçu des Skittles de la part de son enseignante. Fait que je trouve que c'est un message un peu contradictoire. Et nous, on essaie très fort justement que nos enfants évitent de manger ce genre de choses-là. Donc, Voilà, ouais. Et c'est maintenant de l'autre côté, je sais plus le nom, mais il y a une maman australienne qui, a une page Facebook. J'essayerai de te la retrouver, pour, que tu puisses me donner les liens. Elle est assez extraordinaire et quasiment tous les jours, en fait, elle poste la box lunch de sa fille, qui est la, 100 la, carnivore. la boîte à lunch, si j'ai bien Ouais, compris. OK. exactement. Donc en fait, dans son petit déj, donc ce qui est marrant, c'est que, elle varie énormément, en fait. C'est-à-dire que, dans son repas pour la cantine, en fait, à l'école, elle va avoir, par exemple, 3 crevettes, un peu de bœuf séché, 2 morceaux d'agneau, tu vois? Et c'est comme ça quasiment tous les jours. Donc elle prépare, peut-être, je pense pendant, pour toute la semaine, tu vois? Et elle dispatche pour sa fille quand elle part à l'école et sa fille, elle a commencé très, très jeune le carnivore. De mémoire, je crois qu'elle l'a mis au carnivore, elle doit avoir, entre 4 et 6 ans. Mhm. OK. Est-ce que tu sais si elle a des retours négatifs de la part de l'école, des institutions, quoi que ce soit, qui leur disent mais non, non, il faut que vos enfants mangent les repas santé selon les standards? Ben, en fait, c'est ces réflexes justement qu'on te dit, «Oui, il faut être dans le standard et tout» et avec du recul, quand les gens se rendent compte que, on est en meilleure santé, que c'est là que commence la remise en question, en fait. Oh, souvent, ils vont avoir le réflexe de dire oui, mais ton cholestérol va être dans le tapis dans 10 ans, tu vas avoir tes problèmes de cœur. Laurent, tu es encore jeune, tu as 50 ans. Tu sais. Ah moi, le mot que j'ai entendu, c'est que j'allais perdre mes dents. Ah, ben oui, avec le scorbut. Évidemment, je l'ai eu plusieurs fois, le commentaire sur mes vidéos que ça allait arriver. Justement, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Comment ça se fait que tu ne perdras pas tes dents, Laurent? Ah bon, alors en tant que bon carnivore, sans dents, ça va être compliqué et effectivement, cette histoire de scorbut, cette idée reçue qu'il nous faut une grosse quantité de vitamine C, c'est le cas quand on mange des glucides, parce qu'à ce moment-là, notre organisme a besoin de vitamine C pour, gérer la montagne de glucides qu'on engloutit.
Bon, en fin de compte, bon, en tant que carnivore, notre taux de vitamine C que l'organisme a besoin est très très bas, quoi. Il va tourner à 60 grammes, quoi. Ah, je dirais même moins que ça, parce que je suis pas un mangeur d'abats, de foie, de trucs qui sont plus concentrés en vitamine C. Puis j'ai eu des longues périodes sans manger aucun foie, aucun abat, juste de la viande. Puis j'ai eu aucun problème, même si à l'occasion, j'ai eu des petites quantités de glucides ici et là. J'ai jamais eu aucun problème à ce niveau-là. Alors que le scorbut, ça se développe en dedans de quelques semaines, supposé. Donc, je pense que la quantité requise de vitamine C est vraiment beaucoup plus basse que qu'est-ce que les recherches nous en disent. Donc, ouais, je m'en fais pas avec ça. Euh, Puis autour de toi, tu m'as dit, ben, en Australie, en Nouvelle-Calédonie, ça se passe bien, les gens sont pas trop soucieux du régime carnivore, ils te jugent pas. Mais si tu vas manger chez des gens, plus spécifiquement, est-ce que ça pose plus problème ou encore est-ce que les gens s'intéressent à ça et te posent des questions? Alors, en fait, donc moi, quand je suis invité maintenant, bon, ben, les amis savent, hein, que donc, avec ma compagne, qu'on est carnivore, donc, c'est un peu comme quand j'ai envie de te dire, quand tu invites des véganes, hein. Tu sais Mhm. que, voilà, c'est que le vegan, tu sais que ça sert à rien de poser de la viande sur la table et tu sais qu'avec nous, ça sert à rien de poser des légumes sur la table. C'est aussi simple que ça, hein. Les gens sont aussi bien compréhensifs d'un côté que de l'autre, quoi. Et au niveau questions, moi, j'ai surtout des questions quand je m'entraîne parce que en fait, il y a vraiment ce phénomène où les gens commencent à s'intéresser en voyant nos performances. Mhm. Et heu, là, ça commence un peu à interpeller. Parce que Mhm. quand le jeune des 20 ans qui est le spécialiste YouTube, qui sait qu'il doit prendre, sa whey, son flocon d'avoine, ses 3 bananes et j'en passe, et qui se rend compte que les papous de 50 ans lèvent ou poussent plus que lui, ça l'interpelle. Donc à ce moment-là, il vient poser des questions. Voilà. Et là, ça s'intéresse. En fait, il y a vraiment un intérêt ou vraiment performance où ça va mieux. N'ayant pas de problème de santé, je sais que, par exemple, ma compagne qui, elle, avait des problèmes de santé, les questions vont tourner là-autour. C'est qu'est-ce que tu as fait pour retrouver la santé? Et là, il y a un nouveau débat sur le carnivore. Mhm. Il faut vraiment qu'il y ait, tu vois, un déclic de la personne en face qui, qui soit beaucoup plus positif que ce qu'il vit pour que ça l'interpelle. Sinon, c'est quand même assez dur de tomber sur des personnes qui s'intéressent vraiment, on va dire, de façon neutre. Mhm. Ouais, c'est vrai, tout à fait d'accord. C'est pas juste le désir d'être plus optimal qui m'a mené à ça, c'est aussi un déclic sur la santé. Sinon, pour le moment, tout le monde, s'il te plaît, aime la vidéo. Ça m'aide à avoir un maximum de témoignages comme celui-là. C'est super précieux justement pour faire passer l'information, que les gens soient au courant. Puis si jamais qu'il y a un auditeur qui est carnivore, que tu as envie de témoigner, pas besoin d'être carnivore depuis 15 ans pour le faire, prends contact, on va arranger une entrevue. Et Laurent, tu m'as contacté, tu as une approche qui est différente de ce que j'ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, qui est différente aussi d'autres carnivores. Il y a comme toujours un débat constant, c'est sur la quantité de gras, la quantité de protéines qu'on devrait manger sur un régime carnivore. Puis, c'est un débat qui est vraiment complexe parce qu'il y a des gens qui vont super bien avec beaucoup de gras. Il y a des gens qui vont super bien avec moins de gras, pas nécessairement peu de gras, mais moins de gras. Euh, Puis moi, j'ai l'impression que les deux peuvent fonctionner dépendamment du contexte, dépendamment de la personne, dépendamment
leur musculature, leur activité physique, leur sexe, leur âge, etc. Je pense qu'il y a vraiment une question de contexte là-dedans. Est-ce que tu peux m'en parler plus de combien de gras versus protéines on devrait manger? Alors, ça, pour ma part, c'est très complexe. Heu, En fait, moi, autour du sport, je me suis intéressé à ce qu'on appelle le neurotyping, qui a été Mhm. mis en place par, Christian Thibaudeau, qui est québécois. Et en fait, lui, c'est un spécialiste, c'est un coach sportif qui entraîne beaucoup de professionnels depuis, la petite vingtaine. Et lui s'est penché sérieusement sur tout ce qui est neurosciences et il a créé ce fameux neurotyping par rapport à ça. Et d'aller largeur, en fait, ça nous permet, nous coachs, de connaître le caractère des personnes. Et par rapport à ça, en fait, on mesure le neurotransmetteur principal qu'a la personne qui est en face de nous. Donc, par exemple, pour te donner une idée, moi, ce qui me fait avancer, c'est la dopamine. Mhm. Et cette dopamine, en fait, c'est pour les personnes qui aiment tout ce qui est compétition. C'est en règle générale, c'est beaucoup les sportifs professionnels tournent à la dopamine et à l'adrénaline. Mhm. Et ce phénomène-là, en fait, il faut qu'on amène un maximum de dopamine dans notre cerveau. C'est ce qui nous fait carburer. On adore ça. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous donne la pêche, c'est ce qui nous fait tourner le cerveau, c'est ce qui nous donne notre explosivité, etc. Et pour avoir notre dose maximum de dopamine, il nous faut de la viande. Beaucoup de viande. Et quand je te dis viande, je parle protéines. On adore ça. Et donc, par rapport à ça, ben, ce ratio protéines-lipides où on part du principe du 1 pour 1, eh ben, les nôtres, il aura tendance à être plus élevé en protéines qu'en lipides. Mhm. Pour justement avoir ces bonnes doses de dopamine qu'on adore. C'est vraiment Mhm. ça. Et on a des personnes qui vont adorer la viande rouge, le foie, etc. Si tu veux, si on compare à tout ce qui est l'histoire, tout ce qui est ancestral, en fait, si tu veux, nous, on était nos chasseurs. On était ceux qui partaient 3, 4 jours à la chasse. Donc, nous, on encaisse un peu tout et n'importe quoi. Ça veut dire que nous, on encaisse le stress. Même, on adore ça. Euh, on peut faire des jeûnes de 3 jours, ça ne nous pose aucun problème. Euh, et quand on va tuer le gibier, la première chose qu'on on faisait à l'époque, c'est manger le foie. Parce que c'était le plus simple euh, à atteindre, direct après la chasse, et c'est ce qu'il y a de plus riche. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on aime. On adore ça. Mhm. Et d'autres, à l'autre extrémité, on va avoir les personnes qui sont très anxieuses, qui stressent pour pas grand-chose, en dîner, euh, qui ont ce besoin de tout gérer. Donc, peut-être que vous avez quelqu'un qui est autour de vous. En règle générale, c'est moi, dans mon expérience, c'est beaucoup les femmes. Vous savez, vous avez votre compagne qui doit tout programmer, tout gérer. Et en fait, c'est pas parce qu'elle aime tout programmer ou tout gérer, c'est parce qu'en fait, toute surprise, tout ce qui sort du cadre, va la stresser. OK. Et ça, c'est des personnes qui sont en fait avec un neurotransmetteur euh, de moi qui est la sérotonine. Et la sérotonine, en fait, c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez compliqué pour un carnivore. D'ailleurs, ces personnes-là, je leur déconseille même d'être à 100% carnivore. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est que, en fait, ces personnes-là, eux, pour faire leur sérotonine, il leur faut du tryptophane. C'est aussi Euh, c'est un autre acide aminé. Et en fait, le problème avec ce tryptophane, c'est que quand tous les acides aminés arrivent dans le cerveau pour être transformés, donc pour mon cas, en dopamine, avec la tyrosine et les personnes sous sérotonine avec ces tryptophane, le problème du tryptophane,
c'est que lui, il a beaucoup de mal à atteindre le cerveau. Parce que en fait, c'est, vulgairement, j'ai envie de te dire que c'est un acide aminé qui est pas très balèze dans la fuite d'attente. Donc, Mhm. lui, d'autres arrivent et ces personnes-là, en fait, ne reçoivent pas assez cet acide aminé pour avoir une dose de sérotonine suffisante. Et par rapport à ça, c'est les gens qui sont toujours anxieux, en fait. Stressés, anxieux, et c'est des régimes qui ne leur conviennent pas forcément. Et le phénomène, c'est que si on leur amène un peu de glucides pour faire monter le glucose, et donc non pas de rajouter de la protéine parce que tu peux pas, parce qu'à ce moment-là, tu viens augmenter nos autres acides aminés, donc ça ne va rien débloquer du tout. Donc à ces gars-là, je leur conseille de prendre un tout petit peu de glucides pour avoir un tout petit pic d'insuline, parce que dès que tu arrives à monter l'insuline, même très très faible, en fait, les autres acides aminés vont le dispatcher dans le muscle, qui va laisser plus de place à ce tryptophage pour atteindre le cerveau, ce qui va permettre de produire plus de sérotonine. Et ça, c'est quelque chose qui va les stabiliser. Et parallèlement à ça, c'est des personnes de ce fait qui vont devoir, par rapport à leur ratio, manger beaucoup moins de viande par rapport aux lipides. Parce que le Mhm. lipide, c'est quelque chose qui calme mon nerf. Donc ces personnes-là qui sont anxieuses, ça va le calmer. Elles seront beaucoup plus sereines. Tu vois? C'est vraiment, et c'est pareil pour leur quotidien, pour tout et n'importe quoi. Tu as des personnes qui sont faites pour travailler dans l'urgence dans un hôpital, et il y a des personnes qui seraient incapables. C'est comme sur un accident de la route, tu as la personne qui va plonger sur les lieux pour faire les premiers secours, et tu as la personne qui va rester figée dans son coin. Mhm. Et ça, c'est vraiment ces neurotransmetteurs qui vous font vivre cela. Donc c'est vraiment, nous sommes totalement différents à ce niveau-là. Ça me soulève plusieurs questions, justement. Ces personnes-là qui sont plus anxieuses, ont besoin de plus d'acides aminés, de tryptophane plus particulièrement, au niveau du cerveau. Puis pour ça, on veut en quelque sorte balayer les autres acides aminés grâce à un léger pic d'insuline. OK. Exactement. Mais pourquoi d'abord est-ce qu'ils ne peuvent pas consommer plus de protéines, ce qui pourrait leur donner justement un pic léger d'insuline pour justement faire ce même effet-là? Mais parce que en fait, le phénomène, c'est que plus tu vas manger de viande, plus tu vas ramener les autres acides aminés. Donc en fait, tu vas pas régler ce problème, tu Mhm. vois? Mais il y a peut-être certaines viandes qui auraient un peu plus de tryptophane, là. Je ne me souviens pas par cœur lequel dans tout ça, dans tous les types de viande qui a plus de tryptophane, mais c'est sûr que ça doit être assez similaire parmi les types de viande. Euh, Alors, oui, il y a un truc qui ne fonctionne pas mal, c'est les œufs. D'ailleurs, il y a une, additif qui est le type, 2A, qui eux, c'est un peu des caméléons, tu vois? Et c'est des gens qui sont, très social. C'est ceux qui vont faire, c'est un peu le club de la soirée, tu vois? C'est, mhm, qui s'attendent à tout le monde, tu vois, quand il y a des discussions faciles et compagnie, et en fait, ça, c'est des gens qui ont besoin de beaucoup de variété. C'est-à-dire mhm, qu'eux, l'autre jour, ne doivent pas se ressembler. Voilà, donc la nourriture ne doit pas se ressembler, ton activité sportive ne doit pas se ressembler, ta vie au quotidien ne doit pas se ressembler. Sinon, en fait, c'est des gens, qu'on me dit franchement, ils s'emmerdent. Voilà, c'est dès qu'ils te donnent une routine, ça ne le fait pas. Et mhm, en fait, ces gens-là, une fois que tu les as, tu t'es rendu compte que c'était une personne qui ont vraiment ce caractère-là, quand tu leur demandes: «Qu'est-ce que tu penses des œufs?», la réponse, elle est unanime, c'est: «J'adore les œufs». Bon, à un point où c'est des gens qui vont, à la limite, même pas manger de viande, mais qui vont manger des quantités d'œufs phénoménales. J'en mange quand même 4 par jour. Fut un temps, j'en mangeais 6, mais je pense pas que ce soit nécessairement moi. J'ai pas bien compris le nom de ce type de personne-là. C'est le type 2A. 2A, OK. Ouais. Puis,
En termes de neurotypes comme ça, il y en a combien? Est-ce que c'est vraiment comme des catégories précises ou c'est plutôt comme un spectre à 2 dimensions, mettons? Alors, Thibodeau, lui, en fait, on va dire qu'il a fait 3 groupes et il y Mhm, a 5 types. Donc il y a le groupe 1 avec le type 1A et 1B. Puis mhm, il y a le groupe 2 avec, le type, 2A et 2B et enfin, il y a le type 3. Et en fait, il y a vraiment une histoire de c'est vraiment pyramidal. OK. C'est que, tu as vraiment, tout en haut, c'est vraiment le leader, le AA, c'est le di c'est le leader, c'est celui qui réfléchit pas, qui fonce, qui est vraiment très puissant et cetera. Donc pour te donner une idée au niveau des sports, on va dire, idéaux pour chaque type, c'est que le AA, c'est celui qui va faire du powerlifting, qui va faire de l'haltérophilie. Tu vois? C'est vraiment des mouvements, il faut qu'il montre sa force, tu vois? C'est, Mhm, c'est très en force, il aime ça. Il aime sentir son muscle sous force, tu vois? Il OK. adore ça. Le 2D, lui, il fonctionne aussi sous, dopamine, lui, il est plus réfléchi. Où étudie plus les choses. C'est le sportif qui, si tu veux, apprend très vite. Tu lui montres une voie, il le fait 2 fois, il a compris, tu vois? Il est à l'aise, il a de l'équilibre, et cetera et lui, il aime aussi ces mouvements explosifs, mais vraiment explosifs. Lui, si tu veux, par rapport, au type AA, le type AA, si tu veux, en haltérophilie, il va avoir le plaisir de lever sa barre lentement pour bien sentir ses muscles. Alors que le AA, lui, il va faire ça en vitesse, en explosivité, tu vois? OK. Voilà, donc lui, par contre, il serait parfait pour faire du crossfit, par exemple, tu vois? Où il faut vraiment envoyer en explosif, mais avec ce côté technique, tu vois? Avec ses mouvements particuliers et cetera. Ensuite, il y a le 2A, lui, qui est vraiment très social. Lui, c'est quelqu'un qui va adorer, par exemple, les sports collectifs. Lui, il veut bien être, en groupe. Voilà, ça, c'est vraiment le truc qu'il adore. Donc, il est vraiment fait pour le sport collectif, mais pas forcément violent comme sport collectif. Par exemple, le sport collectif violent correspond aussi à des comme moi, quand je te dis sport collectif violent, c'est genre le hockey, tu vois? Où le rythme est soutenu, ou tu vois? Alors que le DA, il va être plus, foot, rugby, tu vois? Où il y a beaucoup moins de cardio, où il y a des moments de jeu, où c'est, plus relâché et cetera. Les 2B, lui, lui, ce qu'il aime, c'est les sensations. Lui, il veut des sensations, il veut ressentir les choses, il adore ça. Donc, c'est des personnes qui adorent tout ce qui est yoga, pilates, ou la musculation des mouvements, toi, où c'est bien la sensation cerveau-muscle, tu vois, derrière le ressenti. C'est ça qui les motive. C'est vraiment avoir ce ressenti. Et le dernier type, le 3, eux, en fait, ils sont vraiment, c'est vraiment le cas particulier. Eux, il leur faut vraiment des sports tranquilles, tu vois? Donc la marche à pied, le golf, parce qu'en fait, dès qu'ils veulent demander quelque chose, d'un peu violent, en ou en vitesse, ou en force, ou en ce que tu veux, heu, l'anxiété va exploser. OK. C'est vraiment des personnes qui il leur faut zéro anxiété. Donc c'est pas de contradiction, aussi bien métabolique que dans le cerveau, comme quoi que ce soit. C'est vraiment les personnes qui doivent rester le plus calme possible. Sinon, c'est le burn-out assuré. OK. Puis, dans le fond, au niveau du 3, il doit y avoir 2, un seul, donc il y en Il a y a 4 au total. Je pensais qu'il y en donc avait non, il y a 5 types, en fait. Il y a heu, 5 types, 3 groupes. Il y a 1A, 1B, 1 A, 1 B. 2A, 2B et 2-3. 5 OK, types. OK, OK. J'ai écouté toutes tes définitions, puis je sais pas dans quel groupe je suis.
Toi, as-tu une idée dans quel groupe je suis? Je t'ai peut-être pas assez parlé de moi pour que tu Ben, puisses t'en développer. en fait, nous, on mesure ça avec un questionnaire, c'est une cinquantaine de questions. Et par rapport à ça, on peut mesurer quel est ton type. Si tu veux, à la fin de la vidéo, je t'enverrai le questionnaire. Voilà, ou voilà, et tu feras le test c'est assez incroyable. Et ça c'est quelque chose que d'abord j'ai mis ça en place pour tout ce qui était mi coaching et j'ai appliqué ça également avec la nutrition parce que tout va ensemble. OK. Ben, je te promets, ben, je vais trouver un graphique de la pyramide pour inclure dans la vidéo montage. Je vais aussi passer le test. Je vais écrire les résultats en description de la vidéo pour dire de quel groupe je suis. Et en même temps, ce serait un bon sujet de vidéo que je pourrais développer éventuellement. Là, il faudrait que je fasse des recherches plus sur le neurotypage. Euh, Puis par rapport à ces différents types, là, on a parlé que selon le type, tu vas consommer plus de protéines, plus de gras. Euh, Mettons dans un extrême, celui qui a le besoin de plus de protéines, ce serait quoi le ratio qu'il aurait besoin? Puis dans l'autre cas, le plus extrême, c'est quoi la quantité de gras qu'il a besoin par rapport aux protéines, là, si on va vraiment aux deux extrêmes? Alors, au ratio du 1 à 1 qui est le spécialiste du powerlifting, la, si on compte en quantité, la quantité est phénoménale. Moi, pour te donner une idée, moi, je suis un blé. Quand j'ai des entraînements vraiment poussés, je monte à 3 grammes d'œufs par kilo de poids de corps. J'ai pas bien entendu. 3 Je dis, grammes. ouais, 3 grammes par kilo de poids de corps. OK, mais ça, c'est ouais, la quantité de protéines, mais par rapport Voilà, à ton corps, et en ratio, je suis à peu près, on va dire à l'extrême, on est plus, on va dire à 65% de protéines pour 35% de lipides. là, tu parles en calories, Non, en grammes. en grammes. OK. 65 pour 35 grammes. OK. Ça fait, ouais, ça fait vraiment beaucoup. OK. Voilà. C'est bon. Et dans de l'autre côté, le type 3, lui, il va pouvoir descendre jusqu'à 20-25 grammes de protéines pour 80-75 grammes de lipides. OK. OK. Tu Là, vois, ouais. la différence, c'est vraiment, on saute vraiment du coq à l'âne, hein, comme on dit. Là, on est presque à un ratio de 3 pour 1 là, de gras par rapport aux protéines. Et l'autre, c'est comme un ratio de, 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 De 2 pour 1 dans l'autre sens. ouais, dans l'autre sens, ouais. OK, OK, ouais, ça fait quand même une grosse différence. Parce que c'est sûr que moi, j'ai tendance toujours à faire le lien avec l'anthropologie, nos ancêtres, tout ça. Hum, que moi, je vois des deux, des gens qui sont vraiment dans l'extrême au niveau du gras à fond là-dessus, puis qui pensent que ça marche, d'autres qui sont dans les protéines, puis qui pensent que ça marche. Puis on dirait qu'il y a comme des groupes, puis ça se côtoie pas beaucoup, ces groupes-là. Puis il manque un niveau d'ouverture. On dirait que les gens qui sont d'un bar pensent que c'est ça, puis l'autre de l'autre bar. Puis je pense qu'il y a il y a au niveau du neurotypage, ça pourrait avoir du sens, mais au niveau ancestral, tu l'as mentionné un peu que les 1A, c'est les chasseurs, c'est ceux qui vont être à fond pour aller tuer le mammouth. Est-ce que tu as fait d'autres liens comme ça, justement, avec nos ancêtres? Al alors, mais sans nuire aux ancêtres, en restant, jusqu'à l'heure actuelle, déjà, j'ai envie de te dire que celui qui est pro protéines, il a tout faux et celui qui est pro lipides, il a tout faux. Mhm, Pour une chose toute simple, c'est que nos organes fonctionnent avec du glucose et avec des lipides mhm, et il n'y a pas de question de, les organes fonctionnent qu'avec des lipides ou qu'avec du glucose. mhm. Ça n'existe pas. Donc, pour te pour donner une idée aux gens, en règle générale, le cerveau, lui, il veut du glucose
votre cœur, il veut des lipides. Donc, vous soyez pro-lipides ou pro-protéines, ça ne change rien pour vous, vos reins, hein. Voilà. Le cerveau, lui, il voudra toujours de la protéine pour fonctionner et, et le cœur, lui, il voudra toujours du gras pour fonctionner. Donc, cette politique de j'ai tout carburant possible, non. Votre organisme utilise les deux carburants. C'est à vous de savoir quelle ration qu'il faut que vous donniez à disposition aux deux. Donc, celui qui est plus sensible à ce ratio, c'est le muscle. Le muscle, quand vous êtes à une activité, on va dire, normale, classique, de tous les jours, vos muscles veulent du lipide. C'est Mhm. ce qui vous convient le mieux. Donc, le ratio il, va être beaucoup plus élevé en lipides qu'en protéines. Par contre, dès que vous avez boidé quelque chose de beaucoup plus actif à vos muscles, donc une séance de musculation, une, euh, une course, vous allez courir, ça voilà, je vais prendre le meilleur exemple, vous allez courir. Est-ce que ça, il y a les spécialistes cétogènes qui mettent en avant, comme quoi pour les trails ou ce genre de trucs, c'est super. Donc en fait, effectivement, au-delà, vous faites de la course en endurance, la majorité de vos muscles vont tourner en lipides. Pour une chose simple, c'est que en fait, vous en rendez bien compte que la priorité que vous avez quand vous courez de cette façon-là, c'est votre cœur, c'est le cardio. Donc, vos muscles, votre cœur vont carburer, on va dire, à 80% en lipides. Par contre, si maintenant vous faites de la course, on va dire, qu'on a 20 militaire, vous montez une grosse côte avec un sac à dos de 50 kilos, là, vos muscles, vous vous demandez 60, 70, peut-être 80% de glucose. Et par rapport à ça, il n'y a pas à avoir de politique. Oui, il faut être absolument en lipides ou en protéines, parce que votre organisme a besoin de tout. D'ailleurs, ce que je regrette, c'est que beaucoup de personnes ont découvert le cétose par rapport à une pathologie en règle générale, hein, quand je dis pathologie, c'est ou un problème médical ou une question de poids, etc. Et en fait, ces gens-là ont tellement peur de revenir dans l'état où ils étaient qu'ils ne veulent plus sortir de cétose. Et pour Mhm. moi, ça peut être problématique parce que, suivant l'activité que vous voulez faire, une personne qui se dit, qui veut être absolument à cétose et qui X mois font du crossfit, ben, vos muscles, oui, il voudra de glucose. Donc, si vous lui donnez des lipides à la place de glucose, il va s'adapter. Il y a aucun problème. Par contre, vous ne serez pas au top du top. Puisque l'idéal pour lui, c'est les glucoses. C'est comme, si vous voulez, si tu veux, ce débat glucose-lipide, c'est un peu comme si vous étiez dans votre voiture, donc de ton char, comme tu dis, Chita, Ouais. et qu'en fait, ta première seconde, et qu'il y en a qui te dit ah, c'est super d'être en première, euh, et l'autre qui te dit c'est super quand je suis en seconde. Ben oui, c'est super d'être en seconde quand tu es sur l'autoroute, c'est super d'être en première quand tu montes un col. Donc en fait, moi je vote pour cette flexibilité de, pour passer de cétose à hors cétose. Mais à tel point que, en fait, il faut réussir à faire que, idéalement, son organisme soit capable, par exemple, d'être en cétose le matin quand tu te réveilles. Quand tu vas au sport, tu vas sortir de cétose et 12 heures après ta séance de sport, tu vas revenir en cétose. Tu vois? Mhm. Pour moi, c'est ça l'idéal. Mhm. OK. Pour juste clarifier, dans le fond, OK, il y a le neurotype qui déciderait un peu, qui aurait une influence sur la quantité de gras protéines qu'on prend. Mais en plus, il y a l'activité physique que chacune des personnes va venir aussi ajouter un autre degré de contexte à tout ça. Et puis, quand tu me parles d'utiliser du glucose plutôt que des lipides comme source d'énergie, je pense que tu fais beaucoup référence à manger plus de protéines. Les protéines Exactement. sont converties en glucose en partie. Donc, je pense que c'est principalement ça, mais je sais aussi que tu n'es pas contre d'ajouter des glucides externes en plus de ça.
Alors effectivement, donc comme j'expliquais, les types, 3 et 2B, les personnes qui ont tendance à être anxieuses, rajouter un peu de glucides, ça aide justement à faire cette sérotonine comme je t'ai expliqué précédemment. Et moi, pour l'avoir expérimenté, ce qui est très, très intéressant, par exemple, si vous faites du sport de force, c'est de consommer du glucose 5-2 minutes avant, par exemple, faire un gros soulevé de terre. Heu, Quoi? c Faire avant de faire un gros soulevé de terre, tu vois, lever une trévéchage ou ce genre de choses. Ou, par exemple, vous faites votre crossfit avant de faire votre tour, qui va durer 8 minutes, à faire, vos exercices et compagnie. Et par rapport à ça, il faut trouver, le bon glucide. C'est-à-dire que, moi, j'ai expérimenté, le côté, powerlift, donc faire un soulevé avec, le volume maximum. Et moi, j'ai essayé à l'extrême le dextrose. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le dextrose, c'est, du glucose 100. Voilà, et là, en fait, c'est la potion magique, d'Astérix et Obélix, hein. Clairement, c'est ça. C'est, Ça va directement dans le sang sous forme de glucose, pas besoin de exactement. c'est très, Et très rapide. voilà, et ça fait un très gros pic de glycémique, mais c'est pas dangereux par rapport à l'acétose ou par rapport au carnivore où on reste justement à flot hors cétose et cétose. C'est pour une raison simple, c'est qu'en fait, la quantité que vous prenez de dextrose, vous allez brûler 90% de cette dose dans votre effort. Mmh. Donc, quand je vous dis ça, c'est que c'est en consommant quelques grammes, hein. Vous ne prenez pas 30 grammes de dextrose en disant, non. C'est, là, je vous parle de 2, 3, 5 grammes, vous voyez, sur un mouvement. Et après, le truc qu'il faut savoir, c'est que plus vous avez une masse musculaire conséquente, plus vos muscles sont en mesure de stocker ce glucose que vous avez besoin pendant votre effort, pendant votre compétition sportive, par exemple. Donc, Mmh. c'est très intéressant, justement, de prendre du glucose. Donc, plus ça va être un sport violent en charge et court en temps, plus c'est intéressant de prendre comme le dextrose, quelque chose qui est très, très chargé en glucose. Et plus vous allez avoir une charge qui descend avec une endurance un peu plus grande, de trouver quelque chose qui a une dose de glucose plus faible. Et je dis bien glucose, c'est-à-dire que il faut nier tout ce qui est miel et ce genre de choses, parce que le problème, par exemple, avec le miel, c'est le côté fructose. Ce qu'on cherche, c'est du glucose. Je dis bien glucose, donc voilà, il ne faut Donc pas mélanger. ce serait quoi l'alternative, vraiment naturelle pour avoir du glucose rapide comme ça? Vu que le miel, il y a du fructose, le sirop d'érable aussi, il y a du fructose, Alors après, ben, il faut chercher. Il y a tout ce qui est glucides classiques, hein, riz, patates douces, ce genre de choses. Et ça aussi, ouais, c'est mais en ça quelques serait pas grammes. aussi Ben, rapide quand même. voilà, oui, mais c'est loin rapide, mais tu vois, ça veut être intéressant, par exemple, pour un rugbyman, de prendre 30 grammes de glucides, comme ça, en forme de riz ou de patates douces, on va dire, une demi-heure avant son match, tu vois? Mmh. Pour avoir cet apport, en fait, qui est intéressant pour lui, pour sa partie, tu vois? En fait, ça, c'est un truc, c'est vraiment à chercher pour, sa propre activité, tu vois? De trouver idéalement, cette dose de glucose qui est intéressante pour toi et qui, en plus, va te être diffusée dans tes muscles sur la durée de ton activité qui est intéressante, tu Mmh. vois? Ça veut dire que, voilà, un haltérophile, heu, va pas être intéressé par le même produit qu'un rugbyman ou qu'un triathlète, tu Ouais. vois? Puis juste pour, comme, résumer, dans le fond, on là, l'idée, c'est pas de sortir de cétose, c'est de venir juste prendre de garder l'avantage d'être en cétose, d'avoir tous ces lipides-là qui peuvent nourrir nos muscles,
mais en plus, on vient juste ajouter une petite quantité de glucides, de glucose qui va venir aller tout de suite dans les muscles, qui va leur donner un boost d'énergie, un petit oomph de plus. Et comme on va faire de l'activité tout de suite après, ces glucides-là, ce glucose-là, on va tout le brûler. Puis quand c'est terminé, ben, on retourne en cétose plus profonde parce que justement, le corps doit recommencer à fabriquer du glucose à partir de son gras, à partir de ses protéines, une fois qu'on a brûlé ça. C'est un bon résumé? Voilà, et surtout que bon, ça correspond vraiment au type 1, hein, le 1A et type B, parce que c'est vraiment eux qui sont très compétitifs. Et comme on a une consommation de viande qui est assez élevée, il y a ce phénomène de glucagon qui en fait est l'opposé de l'insuline, qui va aider à redescendre l'insuline derrière également. Donc on va effectivement avoir cette sortie de cétose, mais on va revenir à la normale relativement vite. Et quand je dis relativement vite, c'est il faut, quand on est vraiment habitué à ça, moi, en 6 12 heures maximum, je peux redevenir à cétose si je n'ai pas une autre activité vraiment active derrière. OK, donc tu sors de cétose en faisant ça, là. T'es pas encore en cétose. Moi, Ouais. je pensais que tu visais justement à Ah, rester en cétose malgré cet apport-là. non, en fait, c'est vraiment ce truc sur lequel je me base, c'est vraiment cette flexibilité de euh, une activité normale comme on est maintenant, je suis dans cétose. Mhm. Je suis assis, on discute, je suis tranquille, etc. Quand on va finir, je vais aller à la salle de sport, je vais commencer à m'entraîner, je viens sortir de cétose, Mhm. OK. tu vois. Et OK. quand elle est finie ma séance de sport, au bout de 3 4 heures, je vais revenir en cétose. Mais encore là, je suis pas 100% sûr que tu sors nécessairement. euh, Si, je suis à fleur en fait, Parce que c'est tu sûr que vois. l'acétose, là, c'est pas juste un interrupteur, on est allumé ou on est éteint, là. C'est plus comme un spectre de on est en cétose profonde, on est en cétose plus légère. Et puis, parce que la cétose, on peut consommer entre 20 et 50 grammes dans une journée, puis en restant en cétose quand même. Donc, la quantité que tu consommes, combinée au fait que tu la brûles tout de suite après, tu sais, puis probablement en cétose plus légère, mais je ne suis pas nécessairement convaincu que tu sors de cétose pour autant. Oui, en fait, je sors de cétose parce que tu as cette augmentation avec cet apport de glucides, mais en plus de ça, il y a l'apport de protéines qui est beaucoup plus élevé, tu OK, vois. ben oui, c'est sûr. Donc les deux ensemble, en fait, l'objectif, et c'est ça qui est très compliqué à trouver chez les personnes, c'est justement d'être à ce niveau-là, tu vois, entre deux veaux, en fait. Donc, et c'est ça qui peut, à l'organisme, c'est ça qu'il veut. C'est vraiment ce phénomène quand tu fonctionnes en glucides, et ben, qu'il ait une facilité à être dans une cétose légère pour pouvoir métaboliser tout ce qui est lipides pour faire fonctionner correctement la chose. Par contre, dès que va falloir que tu donnes avec ton organisme, et ben, il faut que tu puisses sortir de cette cétose pour faciliter la métabolisation des protéines. C'est ça, donc c'est ça le côté idéal en fait. Mais est-ce que tu manges des protéines avant ton entraînement avec tes glucides ou tu t'entraînes à jeun? Alors là, il y a un gros débat. OK. Il y a avec il y a Il va falloir faire une justement. vidéo supplémentaire juste pour ce débat-là. Voilà, en fait, il y a un gros débat entre coach entre le fait qu'il faut manger avant ou manger après. OK. Alors, moi, dans le doute, j'ai envie de te dire que quand j'ai des grosses séances, je mange un peu avant et après. OK. Moi, c'est juste question de préférence, puis j'ai pas mesuré les performances ou pas, ou quoi que ce soit, mais on dirait que j'ai juste, si je mange, j'aurais pas envie de m'entraîner ou quoi que ce soit après avoir mangé.
Donc, pour moi, c'est juste clair dans ma tête que je préfère m'entraîner à jeun. Sinon, je vais m'embarquer sur autre chose. Alors il y a plusieurs phénomènes, en fait, justement, C'est peut-être mon neurotype qui fait ça. ben, peut-être parce qu'en fait, le truc qui est injuste, j'ai envie de te dire, c'est que nous, en type 1, on peut quasiment tout faire. Tout Mhm, fonctionne. Notre cerveau est prêt à encaisser un peu tout et n'importe quoi. Ça veut dire que nous, on fait des jeûnes, il y a pas de problème. Donc tu peux aller t'entraîner à jeûne, ça ne mhm. pose pas de problème, hein. Le type 3, lui, le jeûne, il va très mal le vivre parce qu'automatiquement son métabolisme, il va se mettre en stress. Donc stress, c'est pas bon. OK, ben, je suis pas Heu, type 3 dans ce cas-là, ça, c'est clair. de Tu vois? Après, c'est une question peut-être d'habitude de notre organisme et peut-être qu'il va s'habituer. Moi, pour ma part, je peux, t'abrutir, une coupe de 20 kilogrammes, 30 minutes avant d'aller m'entraîner. Ça me pose 0 problème. Au OK, contraire, ça me booste ma dopamine et j'adore ça, OK, OK, tu vois? c'est bon. D'ailleurs, j'ai même plus de man, j'ai envie de te dire, toi, pour te donner une idée, ce qui serait intéressant, c'est de nager, on va dire un ratio plus élevé en protéines avant d'aller faire ton sport. Il sort quand dans mon cas, pour augmenter ma dopamine, la motivation et cetera. Et par contre, après ma séance, de manger un repas, mais avec plus de gras, tu vois? OK, Pour m'aider à redescendre au niveau, nerveux et cetera. Tu vois? Histoire de me calmer, de me stabiliser. OK. Hem, moi, ça soulève une question là, parce qu'on cherche toujours à faire le lien avec nos ancêtres, encore une fois. Et là, on a nos chasseurs qui veulent aller chasser, ils doivent aller abattre un mammouth, ils vont faire un gros effort physique pour abattre le mammouth. Hem, Ils voudraient avoir justement cette dose de glucides-là supplémentaire. Hem, Selon toi, comment ça se traduit au niveau ancestral? Est-ce que tu as déjà pensé à ça ou, ou je fais Bien juste un sûr que oui, oui, parce que moi je cherche, en long, en large, à travers et on apprend beaucoup de choses, par rapport à l'histoire. Donc moi, je vois la chose suivante, c'est qu'effectivement, quand, il y avait les chasses qui étaient organisées, bon, déjà, quand on partait à la chasse, on partait pas à la chasse parce que le frigo était vide, mais, on avait sûrement pour quelques réserves avant qu'on se dise: «Il faut qu'on aille chercher à manger» et et là, à ce niveau-là, comme je te disais, les chasseurs, et ça, on le retrouve, dans énormément de civilisations, le premier réflexe, c'était les chasseurs, eux, ils avaient au froid. En règle générale, c'est ce qui se tient le moins, c'est ce qui est le plus nutritif. Donc en règle générale, c'était, le chef, les chasseurs, eux, ils avaient droit à ça. Heu et après, suivant, ta classe sociale et ben, tu avais droit, aux autres morceaux Mhm, et quand on prend l'autre extrême qui est ce fameux type 3, ben, lui, c'était un peu l'intendant, de la broute ou bien et bah, lui, bah, à disposition, bah, on lui laissait ce qui restait, quoi. Donc il allait, avoir droit aux morceaux très, très gras, à la moelle, à ce genre de choses, tu vois? mhm. Mais il manque la portion de qu'est-ce qu'ils mangeaient avant de partir à la chasse pour faire le plein de glucides. C'est peut-être justement que au la veille, ils consommaient beaucoup de protéines, moins de gras ou quelque chose comme ça? En fait, ça se retrouve bien dans ce fameux, neurotype, de type, le groupe 1. C'est que, comme je te dis, le groupe A, lui, il peut quasiment tout encaisser. Lui, il peut vraiment faire un jeûne de 3 jours, tu vois? Il peut être, en fait, le type, 1A, donc vraiment celui qui est vraiment tout en haut, c'est le seul qui peut vraiment se permettre d'être en cétose profonde toute l'année.
sans problème. Ça va lui poser aucun problème au niveau moral, santé, anxiété. Lui, ça lui pose aucun problème. Et moi, j'ai énormément de l'autre côté de protéines, ça lui pose aucun problème. C'est vraiment quelqu'un qui, c'est une personne qui, ça, c'est le rêve de tout coach. C'est que justement, en tant que coach, tu peux faire des grosses erreurs sur ces personnes-là. À la limite, ça se voit pas trop. Parce que OK. justement, ils identifient très très bien. Alors que les personnes, plus tu vas descendre dans cette fameuse pyramide, plus ça va être catastrophique. Tu vois? Euh, un exemple, toi, c'est ça la grosse différence, c'est vraiment cette histoire de stress, c'est que plus on est dans cette pyramide, plus on est le stress, c'est ce qui nous fait avancer. C'est un peu comme quand tu vois à la télévision les entraînements des Marines américains où tu as l'instructeur qui crie sur tout le monde. Eh ben, c'est des gars qui sont de ce groupe-là. Ils aiment ça. Ils aiment qu'on leur crie dessus, qu'on les stresse, que vous un quotidien qui va dans tous les sens et compagnie. Alors que si vous mettez la team 3 au milieu de ces Marines, et ben, en espace de 12 minutes, c'est le premier qui va courir sur cette fameuse cloche. Il va faire sonner la cloche pour stop, j'en ai assez. Mmh. OK, OK. OK. C'est super intéressant. C'est vrai que Hem, c'est quand même difficile à traduire au niveau ancestral, mais il y a des choses qu'on peut supposer, c'est sûr. Sinon, je reviens un peu plus dans le concret, dans le réel pour monsieur, madame, tout le monde. Quelqu'un qui veut commencer un régime carnivore, il ne connaît pas son neurotype. Moi, normalement, je lui recommande de commencer par un ratio de 1 gramme de gras, 1 gramme de protéines, parce que si on commence avec trop de gras, ça peut créer des problèmes digestifs, par Mhm. exemple, ou trop de protéines, ben ça, c'est pas tout le monde qui l'encaisse. Je trouve que c'est un bon milieu qui permet de débuter, puis après ça, on ajuste selon nos besoins. Toi, est-ce que tu es à peu près qu'est-ce que tu recommandes à quelqu'un qui débute, qui part de zéro, qui veut essayer un régime carnivore? Alors, moi, j'ai à peu près la même politique que toi, hein. D'ailleurs, je fournis un PDF gratuitement pour le fameux défi des 30 jours, hein. Mhm. Voilà. Et Entendu? voilà, on peut me demander via ma page, et cetera. Je le fournis sans problème. Mais effectivement, après, il faut penser à ajuster et là, effectivement, c'est systématique. Si tu veux, je te donnerai de quoi le faire. C'est que ce fameux neurotype, heu, les personnes, dès que tu leur dis: «Ben voilà, tu es tel type, ça correspond à ça, à ça, à ça», la première réponse que tu as en face, c'est incroyable, c'est exactement moi. Et par rapport à ça, on gagne un temps phénoménal, tu vois? Pour ma part, je suis plus, donc content, j'ai décidé que d'entrée de jeu, la première consultation de suivi que je fais, je la mets systématiquement avec ce test-là, pour arrêter de chercher. En fait, avant tout, c'est de si tu sans ça, ben, en fait, tu vas déjà commencer à perdre des semaines à connaître la personne à qui tu as affaire et tu es obligé d'ajuster un coup d'un côté, un coup de l'autre, tu cherches, alors que là, tu gagnes énormément de temps. Mhm. OK, OK. C'est un bon point de départ. Puis, c'est une question qui revient assez souvent, puis tu l'as déjà abordé un peu. Beaucoup de gens qui ont peur de consommer trop de protéines parce que ça les sort de cétose. Moi, j'ai tendance à dire, c'est pas grave si tu sors de cétose, là, t'es pas en train de manger un bol de céréales, là. Tu manges trop de protéines, puis oui, ça se peut que ça te sorte de cétose. Toi, je pense que tu es un peu dans la même optique, là, c'est un peu la discussion d'aujourd'hui. Ah oui, exactement. Il faut pour moi, la cétose, il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que la cétose, pourquoi les médecins, les chercheurs se sont penchés sur la cétose, c'était avant tout pour des questions médicales. Ça, c'est une Mhm. chose, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Donc, si tu veux, pour moi, voilà, ce côté médical, c'est un peu comme le côté, Heu, vulgairement, j'ai envie de te dire, j'ai mal à la tête, je prends de l'aspirine, j'ai plus mal à la tête. Bon, OK. Donc dans le doute, parce que j'ai peur d'avoir à nouveau mal à la tête, et ben, je prends un petit peu d'aspirine tous les jours. Pour moi, c'est à peu près ça.
Sous phénomène et cétose, je vais absolument rester dans la cétose parce que pour moi, le problème qui se pose, c'est que c'est des personnes qui effectivement ont eu une amélioration fantastique en état sous cétose et ils ont tellement peur de retomber dans leur travers qu'ils ne veulent surtout pas sortir de cétose. Mmh mh. Et c'est cette peur-là qui est assez compliquée pour beaucoup de personnes. Et au niveau des protéines, vous pouvez en manger une quantité phénoménale. C'est, vous n'allez pas, vous allez pas exploser de taux de sucre, vous n'allez pas, redevenir diabétique parce que vous mangez, des kilos et des kilos de viande. Pour une chose très simple, c'est Ouais. que la consommation que vous faites en protéines, même si elle est énorme, votre corps, lui, il va dire: «J'ai besoin de tal glucose» et il va transformer cette quantité d'acide aminé en glucose, mais il va pas dire: «Ah bah, j'ai, j'ai X grammes de protéines en plus, du fait que mon protéine de produire du glucose». C'est pas vrai. Votre organisme va produire la quantité de glucose qu'il a besoin. Ouais, puis j'aimerais ajouter que, justement, ce qui est dangereux au niveau de l'organisme, c'est les gros pics d'insuline et de glucose. D'avoir, pendant des courtes périodes de temps, momentanément, un gros pic on a un glucose qui est très, très élevé, ce qui se produit quand on consomme une grosse quantité de glucides. Mais quand on consomme une grosse quantité de protéines, les protéines qui sont converties en glucose, ça ne se fait pas en dedans de 5 minutes. C'est un processus qui est très long à produire, là. Il y a tout un processus, ça prend des heures pour faire cette transformation-là. En fait, c'est, vraiment la chose qui se passe avec cette transformation, c'est même pas une question de temps en transformation, si tu veux en dire. C'est que justement, tu as, l'insuline d'un côté, mais tu as ce fameux, glucagon de l'autre côté Oui, qui redescend cette insuline avec la protéine qui a pas avec le glucide. Donc c'est pour ça que même si vous mangez, heu si vous êtes, un diabétique de type 2 et que vous mangez énormément de protéines et que vous arrêtez les glucides, vous allez quand même faire baisser votre taux d'insuline. Vous automatiquement, la consommation de protéines ne fait pas vraiment monter le taux d'insuline, puisque de l'autre côté, il y a ce glucagon qui fait baisser automatiquement l'insuline. Donc, les taux d'insuline ne montent quasiment pas. ouais, c'est vraiment la combinaison glucides combinée avec des protéines ensemble qui fait monter beaucoup pas juste les protéines tout seul, ça fait monter très, très peu. Ouais, tout à fait. Je trouve ça vraiment génial. On a touché à plein de sujets. On a apporté une perspective complètement différente de ce que les gens sont habitués sur la quantité de protéines. Moi, j'ai souvent les commentaires en dessous de mes vidéos. Tu manges pas assez de gras ou encore d'autres, tu manges pas assez de protéines. Moi, je suis comme, ben, je suis un peu entre les deux. Moi, mon ratio d'un pour un, je suis pas mal bien comme ça. J'ai peut-être tendance à manger un peu plus de gras euh, que de Ah, protéines, mais pas beaucoup plus. Donc puis, pour ces gens-là, justement, qui s'inquiètent que je mange pas assez de gras ou pas assez de protéines ou quoi que ce soit, ben, je pense que ça peut donner vraiment une bonne alors, explication Alors pour donner une idée où justement c'est pour ça que ce ratio 1:1 il est «imparfait» entre guillemets, c'est que dans l'idéal, ce fameux ratio 1:1 conviendrait, au type à ce fameux type 2A, ce caméléon en fait qui est capable, de de d'évuler l'info avec tout le monde. Sauf que le problème du 1:1 avec ce type-là, c'est que comme il a besoin de variété et que ça change, c'est une personne, si tu veux, qui aura plus tendance à, apprécier le fait d'être, carnivore strict pendant 4 ou 5 jours de la semaine et les autres jours d'être keto. Mmh, mmh, Pour mmh. vous tu vois, pour dernier, en fait, ce côté alimentation. Ça, il apprécie ça, tu vois? Mmh mh. Ah, je me reconnais là-dedans. Moi, je dis toujours, c'est simple être carnivore, mais c'est difficile. Fait que, être carnivore, pour moi, même après 3 ans et demi, je considère pas que c'est acquis puis que c'est facile à faire. Mmh.
Ah là, on est d'accord, hein. Moi, j'ai cherché, longuement, hein, et c'est vrai que il faut pas beaucoup, hein, pour que ça fonctionne, super bien ou que ça soit une vraie catastrophe, hein. Moi, je peux te dire par expérience que, si, si je décide, parce que je l'ai testé, de passer à un ratio, on va dire, où moi, pour mon côté, je mange plus de V-food que de protéines, heu, si, si par exemple, voilà, je me lève le matin et que je me jette sur un paquet, de côtes de porc, moi, ça me fait le feu de fumer un pétard, tu vois? Viens de Ça seulement mange puis tu un mets un montre et puis c'est ça mange un terminé, quoi. côte de porc, j'ai pas cet effet-là, mais Ben, et essaie de, voilà, de merger parce que la côte de porc, en fait, là, on peut dire que tu es quasiment à 100 liquide et bon et ah là, non, moi non, c'est pas, ça doit pas être la même chose que moi parce que non, c'est pas 100% lipides. Il y a même un peu plus de protéines que de gras ah là. donc ah oui, parce que moi, je l'ai fait de mon côté. OK. Donc effectivement, je prends mes coins et puis je les fais frire, je laisse encore bien une bonne petite coupe de graisse dessus, tu vois? Et je les fris à la graisse de bœuf et les miens sont vraiment très, très, très gras. Ah ben, je fais du gras de bœuf que je fais cuire. Je garde le sucre d'un bord, mais les morceaux de gras de bœuf, j'y mange comme ça, bien grillés, bien croustillants avec du sel. Je trouve ça extraordinaire à manger. Voilà, moi je récupère le gras des renards, Mmh. voilà et que je hache, que je fais fondre et j'ai des gros stocks de graisse dans mon frigo. Mmh. Justement, par rapport à ça, à quoi il ressemble ton régime? Est-ce que tu es très, tu sais, tu m'as parlé, tu consommes du dextrose occasionnellement pour ton entraînement. Ouais. Mais à part ça, ton régime carnivore, je crois qu'il est plutôt strict. C'est quoi tes petits trucs qui dérogent du régime carnivore? Alors, moi je mange, alors j'ai de la chance parce qu'en Nouvelle-Calédonie, bah, comme tu peux voir derrière, voilà, ça c'est un élevage, tu vois? Donc, Ouais, moi quand on me parle d'élevage intensif, je vois pas trop ce que c'est, tu vois? OK. Parce que, Ah, voilà, quand j'habitais en Suisse, ben, j'habitais dans la campagne, donc chez nous, un paysan, c'est 20 têtes de bétail. Et ici, en fait, c'est le territoire est énorme. Et en fait, c'est un peu comme les États-Unis au 19e siècle, quoi. C'est trois cow et puis des têtes de bétail qu'on emmène dans les champs, quoi. Voilà. OK, Donc, moi, c'est plus que du bio, surtout qu'en plus, en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de mange. OK, Donc, toute l'année, le bétail broute. Donc, OK, et là, c'est super bio. Et la deuxième ressource qui, là, je lui fais plein d'envieux, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a un gros souci, c'est le cerf. OK. Voilà. Il y a une quantité de cerf phénoménale, c'est un nuisible, c'est considéré comme un nuisible de la Nouvelle-Calédonie. Ah ouais, oui, OK. Voilà, il a plus de cerfs que d'habitants. Et d'ailleurs, il y a pas si longtemps encore, le gouvernement nous payait, heu, alors en euros, ça fait quoi? On veut dire à peu près 50 € pour chaque mâchoire de ces qu'on ramenait. Ça veut dire que vous alliez à la chasse, voilà, donc on vous motive d'aller à la chasse, vous tirez du gibier, donc il y a un peu de chasse, hein, vous allez, vous tirez du gibier, ça nuisite, donc on vous motive à ça. Et en plus, donc vous avez votre viande gratuite, et là en plus, le gouvernement vous donne de l'argent pour aller chercher cette viande-là. Voilà, Oh wow! puis voilà, et donc le cerf là, ben là, plus bio que ça, ben, il y a pas. Ah, Voilà. mais ça doit être assez maigre, merci. On laisse bio. Voilà, et ça me comme moi en fait, tu vois? Et ça, voilà, maintenant, tu prends ton cerf et puis tu la cuis avec de la graisse de bœuf et c'est fabuleux. OK, OK, excellent. Hey, c'est super, ça me donne vraiment envie d'aller visiter la Nouvelle-Calédonie, puis et peut-être même de déménager là parce qu'au Québec, justement, j'ai vu un article récemment dans le journal que toute la production de bœuf est en déclin par rapport d'année en année. Ici, il y a beaucoup d'élevage intensif, puis on a les hivers, donc tu sais,
c'est pas des conditions idéales pour faire du bœuf. Donc, bref, ça, des fois, ça me donne envie d'aller dans un endroit comme ça que j'aurais plus de facilité à avoir Mmh. une belle viande. Oui, bah, d'ailleurs, moi, j'avais même fait un article sur ma page à l'époque sur les pays agréables où vivre en tant que carnivore. Mhm, D'ailleurs, nous, on pense se déplacer, de changer de pays plus pour une question politique, en fait, à ce moment. Et, mhm, et nous, en fait, on a repéré tout ce qui est pays en Amérique du Sud. mhm. Voilà. Pour justement la qualité de la viande et un prix qui défie toute concurrence. OK. Ah ben, là, ça fait déjà 1h20 qu'on est ensemble. Je vais devoir t'arrêter, sinon je te poserai encore plein de questions sur la Nouvelle-Calédonie et tout. Euh, donc, au pire, si jamais on a envie d'en discuter, ben les gens, laissez savoir ça en commentaire si vous avez envie que Laurent revienne sur la chaîne. Ça va me faire plaisir de le réinviter. Dernière question avec qu'on se quitte. Justement, tu m'as parlé d'Amérique du Sud. Est-ce que tu peux me nommer un pays, justement, qui t'intéresse d'aller aménager? Alors moi, c'est le Paraguay. Le Paraguay. Ouais, le Paraguay à ce niveau-là, il est assez incroyable parce que c'est un des seuls pays, parce que on a cherché hein, pour s'installer un peu n'importe où. Premier réflexe quand on est en Nouvelle-Calédonie, c'est tout ce qui est Asie du Sud-Est. Et la grande différence qu'il y a avec le Paraguay, c'est que en fait, au Paraguay, vous pouvez aller au Paraguay où c'est un pays où on ne vous demande pas de poser 200 000 $ sur un compte ou ce genre de choses. Et Mhm. d'amener au cas, au bout de 2 ans, on peut demander sa nationalité. Donc OK. déjà, au niveau de ce statut-là, c'est très, très intéressant. Et le Paraguay, au niveau nourriture, c'est un pays qui produit 10 fois ce qu'il consomme, aussi bien en viande qu'en fruits et légumes ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, Mhm. pour vous donner une idée, au Canada, un tomahawk au Paraguay, c'est 5 $. Oh, j'en Voilà. mangerai à ce prix-là, j'en mangerai à tous les jours. Voilà et d'ailleurs, bah, la viande au Paraguay, c'est vraiment la nourriture du pauvre. OK, OK, OK. Bon. OK, OK. Bon, tu me donnes vraiment envie d'aller faire aussi un tour au Paraguay. Là-dessus, je te remercie vraiment beaucoup, Laurent. Merci Ben, d'être c'est venu moi de nous m'avoir parler invité. des neurotypes, ratio, protéines, gras et de nous faire rêver sur différents pays. Moi, il faut aussi que je quitte bientôt parce que je vais avoir le soleil bientôt directement dans les yeux. Euh, donc, je te remercie vraiment de nous avoir rendu visite. À tout le monde, s'il te plaît, aime, partage, commente la vidéo, laisse-nous savoir si tu veux que Laurent revienne nous parler de son futur voyage au Paraguay. Et sur ça, ben, santé carnivore!